Un peu déçu que Luc ne nous parle pas en direct de Déviant-les-Bains ce matin. Mais bon, écoute, il est à Québec. On fait comme on peut, hein, Luc, finalement? Qui te dit que mon studio est à Québec? Je ne suis pas à C'est un studio Évian-les-Bains. mobile, en fait. C'est une toile qui est derrière la rue, mesdames et messieurs. Il la transporte dans un... Pour Isabelle Perron et Francis Gosselin, que ne ferais-je? Wow, merci. Il y a donc un G7, cher ami. G7 qui est composé là, de 7 des plus grands pays du monde. La Chine n'en fait pas partie, étrangement. Elle est arrivée un peu sur le tard, n'est-ce pas? Et donc, ces 7 pays-là se rencontrent à Évian-les-Bains en France. Évian-les-Bains, qui est une petite genre de presqu'île dans la Suisse. Là, c'est un peu drôlement fait, Ouais. là, mais sur le lac Léman. Et donc, c'est très prestigieux, Évian-les-Bains et tout. Et donc là, tous les chefs d'État sont là. Donald Trump est là. Et drôlement, il y a plein d'autres mondes, Luc, qui sont conviés à la fête. Volodymyr Zelensky est là, donc le président ukrainien. Narendra Modi, qui est le premier ministre indien, est là. De ta lorgnette américaine, Luc, qu'est-ce que tu fais de cette rencontre qui est en cours? Tout d'abord que c'est une étrange réunion de famille, si on parle du G7 comme d'une famille, parce qu'on a l'oncle détestable qui parfois tient des propos désagréables. Ben, il est là pendant ce sommet. Et bien entendu, je réfère au président américain dans le contexte. Je le fais de manière imagée, mais en même temps, on le perçoit de plus en plus, le président américain et les États-Unis, comme un partenaire dont on doit apprendre à se passer. Ce que nous faisons précisément au Canada avec, jusqu'à maintenant, en tout cas, la ligne que suit le premier ministre Carney, c'est pas un divorce, on ne va pas rompre les liens, mais on tente de regarder ailleurs en se disant, il est parfois hostile, c'est pas toujours un ami, la relation, il est plus chaotique. On a le même jeu, finalement, de manière globale au G7. Donc, il y a plusieurs sujets qui sont des écueils, à tout le moins des points sensibles. Bien sûr, il y avait l'Iran. On a annoncé ce protocole d'entente là, dans les 48 dernières heures. Il y a la question, et j'y reviens tout de suite, de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky. Il y a la question de l'OTAN et, on ne peut pas l'oublier, la question des tarifs douaniers qui est toujours dans l'air du temps. Mais on a invité donc effectivement 2 partenaires à se joindre à ce G7 et dans une optique américaine, dans l'optique Donald Trump, on ne voit pas, ne rencontre pas et ne parle pas à ces 2 invités de la même manière. Et souvent, la mise en scène suffit à mettre la table. D'un côté, tu reçois Volodymyr Zelensky et dans une optique américaine, ce que tu vois arriver, c'est un mendiant. Ce que tu vois arriver, c'est un partenaire de jeu sur lequel tu veux bien apparaître sur la photo de groupe, mais auquel tu ne réserveras pas quelques précieuses minutes pendant cette rencontre du G7. Ce que tu crains, c'est qu'il te replonge dans un sujet que tu voulais éviter et avec lequel, ben souvent, par rapport aux alliés du G7 ou à l'OTAN, tu es en porte-à-faux. Donc, il y a Zelensky qui est là, qui s'attend, lui, à demander des choses, à recevoir, à échanger. Et de l'autre côté, il y a celui que Donald Trump veut et va rencontrer parce qu'il correspond pas mal à ce que souhaitent les Américains. Si on parle de Modi et qu'on parle de l'Inde, c'est quoi? 1,5 milliard d'individus? C'est un marché qui est drôlement intéressant. C'est la porte d'entrée ou une plaque tournante pour ce qu'on appelle parfois le Sud global. Ouais. C'est l'Asie. Et pour lui, en plus, pour Donald Trump, pour le America First, c'est que quand tu parles avec Modi, il est juste assez indépendant de la Chine et c'est un peu un électron libre par rapport aux alliances traditionnelles des États-Unis. Tu parles à quelqu'un qui a moins d'attache. Et ça, pour Donald Trump, ça lui plaît. Il ne traîne pas de vilaines casseroles comme l'Union européenne et l'OTAN. Et c'est un partenaire auquel, pendant le G7, tu vas réserver un tête-à-tête. N'en demeure pas moins qu'il y a quelques jours de cela, les Américains ont tué 3 matelots indiens, bon, par accident, mais bon, dans le contexte du conflit. Il y a aussi M. Trump, son administration, qui a imposé des tarifs douaniers sur l'Inde parce qu'ils achetaient du pétrole russe. Il y a les tarifs généraux là, que Trump brandit à tout vent. On ne sait même plus où l'Inde en est. Là. Franchement, j'ai même pas pris la peine de regarder. Ça change de jour en jour. Je comprends ce que tu dis. Tout ça est vrai. En
même temps, Narendra Modi n'arrive pas là, Trump, mon grand ami, comme tu nous as fait du bien. Là, je veux dire, il y a quand même une tension entre ces deux leaders de deux superpuissances, j'ai envie de dire, deux détenteurs de l'arme nucléaire, deux économies importantes. Comment ça se passe, là, la Modi-Trump connection, de ton point de vue? Écoute, je serais pas étonné, et on n'a pas de boule de cristal, là, puis il y a une nature très, très imprévisible qui est celle de Donald Trump, mais je ne serais pas étonné que ce qui ressort de ce tête-à-tête entre Modi et Trump soit sur une note positive et optimiste. Il y a beaucoup trop dans l'intérêt américain, mais dans l'intérêt aussi, bien sûr, de Modi et de son pays, il y a beaucoup trop en jeu pour les États-Unis pour ne jouer que de rouler des mécaniques, finalement, sortir des gros bras ou sortir la ligne dure. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose, parlons de déclaration commune, à quelque chose qui va être positif. Je m'attends à beaucoup moins, bien entendu, du côté de M. Zelensky ou encore du côté de l'Ukraine. Et c'est clair que Donald Trump se fait tirer l'oreille et qu'il ne souhaite même plus parler de ce conflit. C'est un sujet qu'il tente régulièrement d'éviter. C'est terminé, ça, l'Iran. Hein? Je ne sais pas si vous aviez eu le mémo, là, mais c'est fini. Il y a eu l'entente le jour de son anniversaire. On a hâte de voir vendredi, hein, qu'est-ce que réellement ça va donner. J'ai très hâte. Et on aura Luc pour nous en parler. En quelques mots, il nous reste quelques minutes seulement. Est-ce que ça t'arrive, Isabelle, de dire des mots durs à l'intention de Donald Trump? Toi, es-tu une fan peut-être de l'homme? Moi, j'admire de loin, au fait, parce que je trouve ça intéressant, moi, tout ce débat-là sur la place publique sur Donald Trump. J'aime regarder qu'est-ce que ça crée dans la société, comment on le traite, l'information. Moi, j'agis à titre de spectatrice. Très intéressant. Moi, vous le savez, ça m'arrive d'être critique de Donald, de ses décisions, surtout sous l'angle économique. Beaucoup de ses décisions me semblent insensées. Hein, vous le savez, je l'ai dit souvent. Et toi aussi, Luc, ça t'arrive d'être critique de l'homme, de ses postures politiques. Nous souffrons donc, toi et moi, contrairement à Isabelle, du Trump Derangement Syndrome, hein, le TDS. Et tu as d'ailleurs écrit un article sur ton Substack aujourd'hui à ce sujet-là. Je voulais que tu nous parles un petit peu de comment tu le vis, toi qui vis dans la Trumposphère volontairement ou involontairement, qui est exposé beaucoup plus à ça. J'imagine qu'on te taxe souvent de TDS. Qu'est-ce que c'est et comment tu le vis, cher ami? Écoute, d'abord, je l'ai déjà exprimé comme ça, à l'époque où j'enseignais encore, c'est pas si loin, c'était jusqu'à l'année dernière, et depuis que je suis dans les médias, donc, j'ai toujours comme perspective, quand je commente, d'expliquer l'actualité, mais à partir des règles du jeu existantes. La démocratie, les lois, la séparation des pouvoirs, le système politique américain, et ce qui rend le jeu particulièrement complexe, et ce qui est, je pense, pour moi, c'est positif, le plus beau défi de ma carrière, c'est comment expliquer donc aux gens ce qui se passe aux États-Unis sans tenter de personnaliser ce qui se fait avec Trump. Mais ce président-là nous amène dans des endroits qui parfois n'existent pas, il les crée, ou parfois il est en rupture complète avec la tradition. Ça, on peut l'expliquer et ça peut être souhaitable. Mais souvent, littéralement, il triche. Les conflits d'intérêts, la corruption, la dérive autoritaire parce qu'il prend des pouvoirs qui ne sont pas ceux du président et il tente de se les approprier. Et ce que ça laisse comme image, c'est qu'il est tellement hors norme que ça devient difficile de présenter un bilan de la présidence ou de l'administration qui est positif. Et ce que j'expliquais, c'est que le jour où je penserai vraiment, mais je consulterai avant, le jour où je souffrirai vraiment d'un Trump Derangement Syndrome, c'est le jour où je n'aurai plus de faits, plus de statistiques, plus de notes de cours, plus de théories et que je n'exprimerai que des opinions. Et jusqu'à maintenant, et c'est le défi que j'ai toujours lancé à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou sur les médias dits traditionnels, c'est venez vous obstiner, venez jaser, venez discuter, mais apportez-moi des faits. Donc, je pense que comme prof et dans les médias, c'est ma responsabilité. Je dois avoir des faits. Et je dois avoir la même rigueur que j'avais en classe quand je suis dans les médias. Mais ce qui m'étonne du Trump Derangement Syndrome, c'est que très souvent, les gens qui nous accolent l'étiquette, quand ils arrivent avec l'étiquette, ils nous la balancent sans jamais rien offrir comme commentaire, argumentaire, justification, ou encore on est dans une réalité alternative. Et je terminais mon article ce matin en disant, est-ce que quelqu'un qui documente les faits et une situation
souffre de ce syndrome ou si c'est quelqu'un qui nie la réalité pour accommoder son discours qui souffre du syndrome. Donc, mon Trump derangement syndrome, et je suis toujours respectueux, je tente de ne jamais insulter ceux avec qui je discute, mais je suis pas certain qu'on définit bien puis qu'on vise les bonnes personnes avec le Trump derangement syndrome. Moi, ce que je retiens, Luc La Liberté, c'est que même si tu n'es pas économiste, tu te bases sur des chiffres. Moi, j'aimerais dire que ça fait presque 1 heure que l'émission a commencé. Je n'ai pas mentionné être économiste à ce jour, à cette minute. Mais bon, après, peut-être que la leçon commence à décanter tranquillement. Je termine, Luc, en te rappelant cette phrase célèbre qui a été reprise par IBM notamment, mais nous avons confiance en Dieu, tous les autres doivent fournir des données. In God we trust, all others bring data. Et donc, merci de nous amener des faits à tous les jours à propos, et des chiffres. Merci Isabelle. Incontournable, même pour l'historien. Même pour l'historien. On se retrouve demain, cher ami. Bonne journée. Salut, bonne fin de journée.